Escalator Over the Hill. Nous allons parler d'un film qui n'existe pas, un film qui aurait pu exister, un film qui existera peut-être un jour, et qui, pour commencer, n'est pas un film du tout, mais un disque, un triple disque même, rangé dans un fameux boîtier brillant doré, pas du tout facile à filmer à cause des reflets. Escalator Over the Hill, le grand œuvre de la musicienne américaine Carla Bley, disparue en octobre dernier. Et du coup, on s'est dit que c'était l'occasion de parler de cet Escalator Over the Hill, dont elle avait eu l'idée après avoir découvert un autre disque, avec une pochette encore plus fameuse et dont vous avez peut-être déjà entendu parler, en l'occurrence Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band. Carla Bley s'était dit qu'elle allait faire l'équivalent pour le jazz de ce qu'était Sgt Pepper's pour le rock, et après en faire un film. De fait, un jour, Sgt Pepper's est bien devenu un film, 10 ans après la sortie du disque original. Sans les Beatles, mais avec les Bee Gees, Peter Frampton, Aerosmith et Alice Cooper. Un film tellement inoubliable qu'il a été immédiatement oublié. On va vous en montrer quand même quelques passages. For the benefit of Mystic Night, there will be a show tonight on trampoline. Voilà, et on ne va pas insister parce que ce n'est pas le sujet. Je vous accompagne. Le triple album Escalator Over the Hill, en tout cas, lui, ne s'est finalement jamais transformé en film, au grand regret de Carla Bley. Et on se dit au passage que sa musique a curieusement été très peu utilisée au cinéma. À peine trouve-t-on du Carla Bley dans Mortelle Randonnée de Claude Miller en 1983, ou encore dans La Derelita de Jean-Pierre Higoux en 83 aussi. Et comme ce film avec Bulogier est très peu connu, on va vous en montrer un bout avec la musique de Carla Bley, justement extraite de Escalator Over the Hill, ça tombe bien. Voilà qui peut, peut-être, nous aider à imaginer à quoi ça aurait pu ressembler une adaptation cinématographique de Escalator Over the Hill, parce qu'on aurait bien du mal à vous expliquer en détail ce que ça raconte. Le texte du poète canadien Paul Hines étant certes de grande qualité, mais, on ne peut le nier, un petit peu obscur, et on pourrait le rapprocher d'une sorte de Mallarmé sous acide ou d'un Bob Dylan en état de somnambulisme. On y trouve un vieil hôtel louche, une héroïne nommée Ginger qui se dédouble, un estomac plein de vers de terre, des photos de Joe DiMaggio nu, des infirmières qui se teignent les cheveux, un ventriloque qui yodel, des perroquets tellement verts qu'ils font paraître le ciel bleu, et bien sûr, il y a un escalator de l'autre côté de la colline, mais il n'y a pas de place pour une cuillère. Et on avoue ne pas avoir compris qui était Edgar. On ne sait pas si vous suivez, et au fond, on pourrait parfaitement imaginer la musique d'Escalator Over the Hill illustrant des films du genre de « Allez, en vrac ». Entr'acte de René Clair, ou Ballet mécanique de Fernand Léger, ou Un chien andalou de Louise Buñuel, Mystery Train de Jim Jarmusch, Barton Fink des frères Cohen, Twice a Man de Grégory Markopoulos, Le sang d'un poète de Jean Cocteau, Inauguration du Dôme du Plaisir de Kenneth Anger, ou encore Vampire de Karl Dreyer. D'où ce petit mash-up avec tout ça pour voir ce que ça donne. Tiens, on va aussi essayer avec les images d'un véritable Escalator Over the Hill. Il se trouve en Chine, ce très très grand escalator, et la colline, ici, c'est la montagne de Tianyu, dans la province du Zhejiang, et elle colle pas si mal avec la musique, ces images, non ? Toujours est-il que pour le moment, rien. Aucune adaptation cinématographique prévue pour Escalator Over the Hill. Attention, qui n'est pas un opéra, qui n'est pas un concept album, mais qui est une chronotransduction, comme c'est marqué sur le disque. Alors, on en profite pour lancer un appel. Un appel aux divers financiers du cinéma, ou aux chaînes de télé, ou aux plateformes de streaming, Netflix ou autres, un appel à qui voudra bien lancer le projet d'un film, enfin d'une chronotransduction filmée, qui pourrait s'intituler, disons, The Escalator Over the Hill Picture Show. Et c'est quand vous voulez. Mais dites donc,
On ne serait quand même pas, mine de rien, en train de regarder là les images d'un film qui s'appellerait Escalator Over the Hill? Eh bien si, parce qu'en fait, oui, il existe déjà un film, un long métrage, qui s'appelle Escalator Over the Hill. Il est parfois en couleur, parfois en noir et blanc, et il a été présenté hors compétition au festival de Locarno en 1999. Mais allez savoir pourquoi, il est maintenant introuvable, ou presque, ce qui justifie sa présence dans cette chronique. Son réalisateur s'appelle Steve Gebhardt. Le voilà, Steve Gebhardt. Et son film n'est pas du tout l'adaptation fictionnée de Escalator Over the Hill que nous appelions de nos voeux à l'instant, mais un témoignage que l'on peut qualifier d'unique, puisqu'il a l'insigne avantage d'en décrire par le menu l'enregistrement original. Témoignage unique, ou presque, puisque Shirley Clarke, la réalisatrice de The Connection et de Harlem Story, a également tourné quelques bandes vidéo pendant certaines des sessions d'enregistrement avec sa caméra Sony Portapac en demi-pouce noir et blanc. Nous en voyons du reste un exemple en ce moment. Mais ça n'a pas abouti à un film fini. Bon, c'est vrai que si l'on en croit les images, Shirley Clarke avait l'air de passer plus de temps à discuter sur le canapé avec tout le monde qu'à filmer. À propos d'aboutissement, le titre, Escalator Over the Hill, de l'autre côté de la colline, évoque, il faut le dire, assez bien l'aspect mythe de Sisyphe de l'entreprise de Carla Bley. Parce qu'elle a bien cru qu'elle n'en viendrait jamais à bout de ce disque enregistré avec beaucoup de mal, sur 3 ans, entre 1968 et 1971, grâce à la persévérance d'une bonne cinquantaine de camarades dévoués, qui se trouvaient être la fine fleur du jazz et de l'avant-garde musicale de l'époque, et même au-delà, et qui ont enregistré plus de 100 heures de musique, pour un résultat final de grosso modo 1h45. Dans Escalator Over the Hill, le film de Steve Gebhardt, qu'il a monté comme il voulait, dans le sens qu'il voulait, sans se soucier de la chronologie des sessions ni de la continuité finale du disque, on peut donc découvrir la plupart des participants à cet enregistrement épique. Et on peut abondamment y voir Carla Bley omniprésente diriger tout le monde. On peut aussi voir la fille de Carla, Karen Mantler, faillir compromettre définitivement la carrière de pianiste de sa maman en manquant de lui démolir la main. Mais Karen a tout de même eu le droit de chanter dans le disque. Elle a alors 4 ans et elle ne porte pas encore sa frange officielle de fille de Carla Bley. Toutefois, dans le film, on n'aperçoit que furtivement le papa de Karen et mari de Carla, Michael Mantler. Et on ne voit pas du tout Linda Ronstadt, qui joue le rôle de l'une des deux Ginger, l'héroïne qui se dédouble. La seconde Ginger étant Jen Lee, que voilà. Mais on peut voir Don Preston, venu des Mothers of Invention pour faire le docteur, et le lion, Michael Snow, cinéaste et trompettiste, Jack Bruce, qui vraiment se donne du mal pour sortir sa voix. Il y a John McLaughlin avec une guitare, ça va de soi, Don Cherry en berger des sables, Charlie Haddon à la contrebasse, et Paul Motion, comme d'habitude très sage, derrière sa batterie. On voit également Paul Jones, qu'on connaissait jusqu'ici davantage comme vedette de privilège de Peter Watkins, et qui avait été rendu célèbre par Do What Didi Didi, vous n'allez pas y échapper. Roswell Rudd joue, comme il se doit, du trombone quand il ne chante pas, et Carla Bley chante également elle-même fréquemment, pendant que Gary Winogrand prend les photos qui serviront à illustrer le livret du disque. Nurses dyeing their hair don't care if the horse is locked. Ah, et il y a aussi Viva, fameuse superstar d'Andy Warhol, qui enregistre les textes qui accompagnent tout le disque sous la direction de Carla Bley. Viva, enceinte de sa fille Alex, qui naîtra peu de temps après. Et ce qui est rigolo, c'est que ce n'est pas parce qu'on est la fille de Viva la superstar que tout le monde ne vient pas faire guili-guili à la ch'tite et faire le gâteux devant bébé, et lui chatouiller le menton et prendre des photos sous tous les angles, mais là, c'est tout de même chic, les photos qu'Alex va récupérer quand elle sera grande,
étant donné qui les a prises, les photos, comme le montre cet extrait d'un film de son papa Michel Auder. Et depuis, Alex est devenu célèbre grâce à ses cours de yoga, mais il n'empêche que 50 ans avant, sa future maman Viva et Carla n'avaient pas été ravis des lumières nécessaires au tournage du film qui, selon elles, les ont fortement gênés pendant l'enregistrement. Mais aujourd'hui, on est bien content de les avoir, ces images. Et on est content aussi d'avoir des images de Leandro Gatto Barbieri avec ses lunettes. Il souffle aussi fort dans son saxophone qu'il le faisait sans ses lunettes dans Carnet de notes pour une hostie africaine de Pasolini. Ou même 10 ans avant, quand il était tout petit, derrière le célèbre chanteur de rock argentin Billy Cafaro dans La Patota, un film de 1960. Vous vous souvenez tous, bien sûr, de Billy Cafaro. Tiens, Gatto Barbieri, puisqu'on en cause. Nous venons de découvrir un autre film argentin, El Perseguidor, où on entend presque tout le temps Gatto Barbieri, mais sans obligatoirement le reconnaître si on ne le sait pas, puisqu'on ne fait qu'entendre le son de son saxophone, parce que c'est Gatto qui double le saxophone joué par le héros du film, dont le destin est inspiré de celui de Charlie Parker, une vingtaine d'années avant le Bird de Clint Eastwood. Toujours est-il qu'au début de Escalator Over the Hill, Gatto a interprété ce que beaucoup considèrent comme le meilleur solo qu'il ait jamais sorti. On ne le voit malheureusement pas le jouer dans le film de Steve Gebhardt, dont une version longue sortira peut-être dans l'avenir, comme ça s'est passé pour les Titbee. Mais en tout cas, le solo de Gatto Barbieri en question, c'est vraiment le genre de musique qu'on aimerait entendre à son enterrement. Parce que c'est quasi sûr, elle vous réveille d'un coup. Ah, c'est peut-être Netflix qui appelle. Ou Rock Éclair.